Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'Histodar. Tous les trimestres, je vous proposerai un tableau célèbre inspiré d'un sujet historique. Pour commencer cette série, je vous offre, excusez du peu, le tableau du Sacle de Napoléon Ier peint par David. Alors, entrons dans la cathédrale Notre-Dame pour suivre cet événement marquant de l'épopée napoléonienne. Consul à vie depuis 1802, Bonaparte décide de franchir l'étape supérieure, devenir empereur. Il entend par ce titre rassurer et convaincre les monarchies européennes que la Révolution est définitivement enterrée, et pouvoir ainsi traiter d'égal à égal avec elle, sans toutefois renier les valeurs et acquis de cette même révolution. Le 15 mai 1804, un décret du Sénat institue l'Empire, un empire héréditaire avec lui à sa tête. Cet empire est confirmé en août par un plébiscite dont les résultats sont dignes d'un régime nord-coréen. Il demande à Jacques-Louis David, son premier peintre officiel, ne pas confondre avec Jean-Louis, c'est le coiffeur, d'immortaliser les cérémonies dans une série de 4 tableaux, dont celui du Sacre. Il en fera 2 versions, l'original exposé au musée du Louvre et la seconde un peu différente au château de Versailles. David s'est déjà taillé une solide réputation dans le monde de la peinture, comme le prouvent certaines de ses œuvres. Pourtant, on ignore souvent qu'il a été aussi un homme politique. Député de la Convention, ami de Robespierre et, ironie du destin, responsable de l'arrestation d'Alexandre de Beauharnais, le mari d'une certaine Joséphine. Nous voici donc plongés au cœur du tableau. Un tableau de style néoclassique. C'est la mode des sujets antiques. Alors, ces dimensions, 6,20 m sur 9,80 m. Alors, j'espère que vous avez un grand mur, là, si vous voulez l'accrocher dans votre salon. Presque 3 ans de travail pour l'exécuter. Il sera vraiment achevé qu'en 1808. La cathédrale Notre-Dame avait subi pas mal de dégradations au cours de la période révolutionnaire. On avait donc fait des travaux de restauration en urgence. Et on avait caché le reste sous des tentures et des panneaux en carton en trompe-l'œil. On voit ça au fond de la toile. Le tableau comporte plus de 180 personnages dont les regards sont tournés vers l'empereur, ou plus précisément vers la couronne. Alors il n'y a qu'un personnage qui ne regarde pas dans cette direction. Je ne compte pas les deux enfants de cœur à droite. Alors je vous laisse le chercher, on est un petit peu comme dans la BD pour enfants là, où il faut retrouver Charlie parmi une multitude de personnages. Napoléon a la volonté de ne pas imiter les sacs de l'Ancien Régime. Il va plutôt se référer, disons à l'époque romaine et carolingienne. Parce qu'habituellement, dans ce genre de toile, on voit le pape couronner le futur roi. Au départ, la scène devait le représenter se couronnant lui-même.
Mais finalement, c'est cette situation un petit peu originale qui a été retenue. Alors, on va faire le descriptif des principaux personnages. Tout d'abord Napoléon au centre, hein, bien sûr. Il porte une couronne de laurier sur la tête, hein. Donc je vous disais, une référence aux empereurs romains. D'ailleurs, derrière lui, il y a un buste de Jules César, hein, qui le surveille. Il a ensuite un grand manteau de velours rouge brodé d'abeilles. Alors l'abeille était un symbole qu'il avait choisi, hein, mais qui au départ était un symbole des rois mérovingiens. Il a également l'épée de Charlemagne sur son côté gauche. Alors cette épée répond au doux nom de Joyeuse. Donc il a sa femme agenouillée donc devant lui, que David a rajeuni. Elle avait plus de 40 ans et on lui en donne 20, hein. C'est le Photoshop de l'époque. En numéro 2, vous avez donc le pape. Alors le pape qui est relégué au rang de simple spectateur. Il a l'air même presque abattu, hein. Alors il fait quand même un signe de bénédiction, mais sans grande conviction. Pour rappel, il avait donc signé avec Napoléon donc le Concordat de 1801. Alors en numéro 3, tout d'abord, on voit la croix, hein, qui est brandie par un ecclésiastique, donc qui est vraiment au centre de la toile pour marquer le côté sacré et divin. À côté de la croix, Laetitia, donc la mère de Napoléon. C'est l'anecdote sans doute la plus connue, hein, puisque David l'a représentée alors qu'elle n'a pas assisté au sacre. Elle était restée à Rome. Plusieurs raisons à cela. Bon, déjà, elle n'appréciait pas du tout sa belle-fille. Ensuite, elle n'approuvait pas non plus le passage à l'Empire. Et enfin, elle reprochait à Napoléon la brouille avec son frère Lucien. Alors Lucien qui avait été le grand artisan de la réussite du coup d'État du 18 Brumaire. En numéro 4, vous avez David, hein, qui s'est représenté lui-même avec sa famille. Alors je pense qu'il a voulu lui aussi passer à la postérité. Numéro 5, les frères de Napoléon. Alors Louis le premier à gauche, futur roi de Hollande. Joseph, ensuite, futur roi d'Espagne. Ses sœurs. Et enfin, sa belle-fille, Hortense de Beauharnais, donc la femme de Louis, qui tient le petit Napoléon Charles par la main. Alors Napoléon avait envisagé de l'adopter pour en faire son héritier, quand il pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant. En numéro 7, vous avez la première promotion des maréchaux, avec celui qui tient le coussin où était la couronne, hein, c'est bien sûr Murat, le futur roi de Naples. Numéro 8, nous avons Lebrun qui tient le sceptre. Donc c'était un des consuls. Après, nous avons donc Cambacérès, l'archichancelier, qui tient la main de justice. Alors Cambacérès sera le superviseur de la rédaction du Code civil. Puis le maréchal Berthier qui tient le globe. Alors tous ces objets font partie des régalias, hein, des symboles du pouvoir. Berthier, donc, qui sera ministre de la guerre, chef d'état-major et l'indispensable organisateur de la grande armée. Et alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, avec Talleyrand, hein, le diable boiteux, hein, qui est avec le long manteau rouge, qui sera le ministre des Relations extérieures et qui trahira Napoléon. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des principaux acteurs.
Pour conclure, ben, effectivement, c'est avant tout une œuvre de propagande, hein. Propagande que savait utiliser à merveille l'empereur, aussi bien par l'image que par les récits. Enfin, avouez quand même, ça a quand même de la gueule, hein. Voilà, j'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Retour pour la prochaine vidéo avec Histodote. Mais n'oubliez pas, avec moi, faites vivre l'histoire. Salut!